Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fascine et franchement, qui m'inquiète un peu aussi. Tu ouvres les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram le matin et en 2 secondes, il sait exactement quoi te proposer. Comment c'est possible, Lydia? Bonjour Linda, est-ce que tu décris, c'est précisément ce sur quoi on va lever le voile aujourd'hui. Comme YouTube et TikTok utilisent l'intelligence artificielle pour anticiper vos désirs, parfois avant même que vous les formuliez. On va aller dans les vraies coulisses. La data à collecter, les analytics que YouTube montre aux créateurs, est-ce que ça... Lydia, commençons par YouTube parce que c'est quand même la plateforme vidéo numéro 1 mondiale. Quand je regarde une vidéo, qu'est-ce qui se passe vraiment de l'autre côté? Alors, il faut d'abord réaliser l'échelle de phénomène. YouTube, c'est aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde et 105 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Face à ces volumes colossaux, l'algorithme a une mission impossible en apparence, trouver parmi ces millions de vidéos exactement ce qu'il voulait voir maintenant. Et il y arrive, c'est ça qui est dingue. Et il y arrive de mieux en mieux parce que chaque fois que vous regardez une vidéo, vous lui donnez des informations. La question, c'est laquelle? Ce qui est vraiment puissant, ce sont les signaux implicites. Est-ce que vous avez regardé les vidéos jusqu'au bout? Est-ce que vous l'avez mise en pause? Est-ce que vous l'avez regardé 2 fois? Vous commentez, vous abonnez? Est-ce que vous avez cliqué dessus et vous êtes réparti en bout de 10 secondes? Chaque micro-comportement est enregistré. Donc même quitter une vidéo rapidement, c'est une donnée. Absolument. Dans le jargon YouTube, ça s'appelle un signal négatif et c'est même l'un des plus précieux pour l'algorithme. Apprendre ce que vous ne voulez pas voir est aussi important qu'apprendre à ce que vous aimez. Et YouTube mesure ça comment concrètement? C'est là qu'on rentre dans ce que j'appelle le tableau de bord de votre cerveau. YouTube a un outil qui s'appelle YouTube Studio Analytics. C'est accessible à tous les créateurs de contenu. Est-ce que ce tableau de bord relève sur le comportement des spectateurs est absolument fascinant. Le premier indicateur clé, c'est le taux de rétention. C'est le pourcentage des vidéos que le spectateur regarde avant d'abonner. Si une vidéo a un taux de rétention de 70%, ça veut dire que la plupart des gens regardent jusqu'à 70% de la durée totale. Et YouTube récompense massivement les vidéos à fort taux de rétention et les recommande à plus de personnes. Donc si je suis créatrice et que les gens quittent ma vidéo à la moitié, l'algo me pénalise. Exactement. YouTube interprète ça comme un signal que votre contenu ne satisfait pas les spectateurs et il réduit sa distribution. À l'inverse, une vidéo que les gens regardent en entière et relancent, elle est propulsée dans les recommandations. Donc tu parles d'analytics, est-ce que tu peux nous expliquer les vrais chiffres qui pilotent l'algorithme YouTube? Par exemple, j'entends souvent parler de CTR, d'impression, mais je ne suis pas sûre de comprendre ce que ça veut vraiment dire. Oui,
on va démystifier ça et c'est important parce que ces métriques qui sont visibles dans YouTube Studio pour les créateurs sont exactement le signaux sur lequel l'algorithme s'appuie pour décider qui vous recommander en tant que spectateur. Il y a ce que j'appelle le triangle magique de YouTube. 3 métriques qui fonctionnent ensemble. Premier point, les impressions. Une impression, c'est simplement le nombre de fois où la miniature de votre vidéo a été affichée à quelqu'un sur la page d'accueil, dans les recommandations, dans les résultats de recherche, selon on vous a montré la vitrine du magasin. Et la deuxième? Alors, le deuxième, c'est le click-through rate ou le taux de clic. C'est le pourcentage des fois où après avoir vu les miniatures, les gens ont cliqué dessus. Et selon YouTube lui-même, la moitié des chaînes ont un CTR qui varie entre 12 et 10%. Au-dessus de 12%, votre miniature et votre titre n'accrochent pas. Et au-dessus des 10%, vous faites vraiment quelque chose de bien. Ou vous faites de clickbait. Donc, du clickbait, c'est ce qu'on voit donc avec les vidéos et avec les titres du style vous n'en reviendrez pas et la miniature avec quelqu'un la bouche ouverte de stupeur. Exactement. Et c'est là que le troisième point de triangle entre un jeu et puni de clickbait. Et troisième point, la durée moyenne de visionnage, le taux de rétention. YouTube recommande une vidéo quand deux conditions se réunissent, le click-through rate est élevé et la durée de visionnage est longue. Si votre CTR est très élevé, mais que les gens partent après 15 secondes, YouTube comprend que vous avez trompé les spectateurs et il pénalise sévèrement un CTR élevé avec une faible durée de visionnage, signal de clickbait. L'algorithme prend en compte les 12 ensemble. Donc l'algorithme a appris à détecter la manipulation. Il a appris à détecter les satisfactions, les miniatures trompeuses génèrent la déception, les gens partent vite, ne revient pas, l'algorithme interprète ça, cette vidéo ne rend pas les gens heureux et il arrête de les pousser. C'est presque de la justice algorithmique. Fascinant. Et tout ça, les créateurs peuvent le voir en temps réel dans YouTube Studio. Oui, dans YouTube Studio, l'onglet Portée vous montre vos impressions et votre CTR. L'onglet Engagement vous montre la rétention avec une courbe qui indique seconde par seconde où les gens ont abandonné votre vidéo. C'est bluffant. Vous pouvez voir exactement à quelle seconde et les gens ont décroché. Et ça dit au créateur cette partie de votre vidéo nuit votre audience. Donc les créateurs optimisent leurs vidéos en fonction des données que YouTube leur donne. C'est une boucle parfaite. Les créateurs apprennent ce que l'algorithme récompense et ils produisent des contenus optimisés. L'algorithme le plus de spectateurs récolte plus de données et sur leurs réactions et affine encore sa compréhension de ce que vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle un système d'apprentissage en boucle fermée. Donc Lydia, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Quand YouTube me recommande une vidéo, est-ce que c'est toujours basé sur ce que j'ai déjà regardé ou il y a d'autres logiques? Excellente question. Et c'est là où le système devient vraiment sophistiqué. Dans YouTube Analytics, il y a une section sources de trafic qui montre aux créateurs d'où vient leur vue. Et ça nous donne une fenêtre sur les différents moteurs de recommandation. Il y a 5 grandes sources. La première, c'est la page d'accueil YouTube. Quand vous ouvrez l'application, les vidéos proposées viennent de l'historique de visionnage et de vos abonnements, mais pas seulement. YouTube fait aussi de la prédiction contextuelle. Si vous regardez souvent des vidéos de cuisine le dimanche matin, et il sait ça parfaitement. Donc il sait que c'est dimanche matin. Il sait l'heure, le jour, l'appareil qu'il utilise. YouTube ne recommande pas la même vidéo à tout le monde dès la journée, ni sur le même appareil. Le système observe le contexte de visionnage pour proposer ce que a le plus de chances de plaire à chaque spectateur. Regarder sur mobile le matin dans le transport, ce n'est pas égal à regarder sur le télévision connecté le soir dans le canapé. Le comportement et l'attention ne sont pas les mêmes. C'est vraiment précis.
Alors, et la deuxième source, c'est les vidéos suggérées. Ce sont les vidéos qui apparaissent dans le colonne de droite ou après la fin de vidéo. Et ici, l'algorithme utilise ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. Les gens qui ont regardé cette vidéo ont aussi regardé celui-là. C'est là qui relie des comportements similaires entre des millions d'utilisateurs qui ne se connaissent pas. Donc, si moi et une personne en Australie qu'on ne connaît pas avons regardé les mêmes vidéos, YouTube fait le lien entre nous. Exactement. Et cette personne vous prête en quelque sorte ses goûts. Et l'algorithme dit, si vous avez aimé A et B, vous allez probablement aimer C. C'est plus puissant qu'une simple recommandation basée sur vos propres données. Il agrège des millions de comportements. Troisième source, est-ce que l'une des plus fascinantes, les slots d'exploration, ce sont des espaces réservés dans les recommandations pour tester de nouveaux contenus. Des vidéos récentes ou des petits créateurs YouTube les exposent à un petit échantillon d'utilisateurs pour mesurer les réactions. Si le CTR et la rétention sont bons sur cet échantillon de test et élargit la distribution progressivement. Donc, une petite chaîne peut exploser du jour au lendemain grâce à ça. Exactement. Et c'est pour ça que sur YouTube, contrairement à ce qu'on croit, le nombre d'abonnés n'est pas le facteur déterminant. Une vidéo peut exploser des mois après sa publication si elle commence soudain à répondre à un besoin. On appelle ça le décollage tardif. Le responsable de la croissance chez YouTube a dit lui-même, une vidéo peut ne pas trouver son public immédiatement, mais redevenir pertinent des mois plus tard. Le système est conçu pour la remettre en avant en bon moment. C'est clair. Et on a beaucoup parlé de YouTube. Donc, est-ce que TikTok fonctionne différemment? Parce que j'ai l'impression que TikTok est encore plus addictif. L'observation est juste. Il y a une différence philosophique fondamentale entre les deux. YouTube est un algorithme basé sur votre historique et il vous connaît bien. Il s'appuie sur ce que vous avez déjà aimé. C'est un peu comme un ami qui vous connaît depuis longtemps et qui fait recommandations précises. TikTok, c'est différent. La For You page, la page pour toi, ne répond presque pas de vos abonnements. 90% des utilisateurs de TikTok accèdent à cette page quotidiennement et le rapport de transparence de TikTok confirme que le nombre d'abonnés n'est pas un facteur direct dans les recommandations. Donc, TikTok, même si vous n'avez pas d'abonnés, votre vidéo peut toucher des millions de personnes. Exactement. TikTok teste chaque vidéo sur une petite pool d'audience, 300 à 1000 personnes. Si les signaux sont bons, il élargit. Si les signaux sont mauvais, il arrête. C'est un modèle de distribution méritocratique par la performance, brutalement efficace. Et ça explique pourquoi TikTok est perçu comme plus addictif. Il ne reste pas dans votre zone de confort. Il explore en permanence. Il peut faire découvrir quelque chose que vous ne savez pas, que vous voulez voir. Et ça, c'est dangereux, non? Parce que si l'algorithme décide pour vous ce que vous voulez, C'est le cœur du problème éthique. En février 2026, la Commission européenne a conclu que TikTok était en infraction avec le Digital Services Act pour son design addictif. C'est historique que c'est la première fois qu'on s'attaque non pas à des contenus illégaux, mais à l'architecture même de la plateforme et son effet sur le comportement humain. Et 4 fonctionnalités sont visées. Le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push assez agressives et l'algorithme lui-même. TikTok risque une amende allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial s'il ne se conforme pas. et YouTube dans tout ça, il est épargné par les régulateurs? YouTube est scruté aussi, mais de façon différente. Comme en France, anciennement, le CSA a conduit des études sur l'algorithme des recommandations de YouTube. Ils sont lisés 39
1000 vidéos recommandées sur 23 thèmes clivants pour mesurer si l'algorithme a amplifié certains types de contenus. Et les résultats ont confirmé que les algorithmes favorisent les contenus qui génèrent des réactions émotionnelles fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Lydia, j'ai envie de me poser une question un peu philosophique. Tout ce qu'on a décrit, ces données, ces analytiques, ces algorithmes qui nous connaissent, est-ce qu'ils nous comprennent vraiment? Ou ils créent alors une version de nous qui n'existe pas vraiment? Ma réponse honnête, c'est ils créent une version statistique de vous. Ils ne savent pas qui vous êtes, ils savent comment vous comportez dans des contextes précis, à des heures précises, sur des appareils précis. Ce qui est fascinant et troublant à la fois, c'est que cette version statistique de vous peut parfois prédire vos comportements mieux que vous-même. Parce que vous ne vous souvenez pas que vous regardez les vidéos de cuisine de tous les dimanches matins, l'algorithme, lui, s'en souvient. Et les Français ont conscience de ça. 80% des internautes français jugent ces algorithmes trop intrusifs et 57% se sentent davantage surveillés par les entreprises numériques qu'il y a 2 ans. Et pourtant, il continue ce qu'on appelle le paradoxe de la vie privée. On dit ne pas aimer être suivi, mais on consent implicitement à l'être parce que le service est gratuit, pratique et engageant. Les utilisateurs passent en moyenne 95 minutes par jour sur TikTok. C'est plus qu'une heure à débit chaque jour. C'est une journée entière par semaine. Exactement. Et c'est 95 minutes, c'est du temps pendant lequel vous produisez des contenus, des données qui algorithme utilise pour affiner encore ce modèle de vous. Vous travaillez pour l'algorithme sans le savoir. Lydia, est-ce qu'il y a des ressources, un film, un documentaire que tu conseillerais pour aller plus loin sur ce sujet? Oui, absolument. Il y a un documentaire qui je recommande à toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet. C'est le Social Dilemma, traduit en français par derrière nos écrans de fumée. C'est un docu-drame, un mélange des témoins d'experts réels et des scènes de fiction. Je ne l'ai pas encore vu. C'est sur quoi exactement? C'est précisément sur ce dont on parlait depuis le début de cet épisode. Et ce que l'on rend si crédible, c'est ce que parle à l'écran. Ce sont d'anciennes salariés des plus grands noms de la Silicon Valley, qui Tim Kendall, ancienne PDG de Pinterest, Justin Rosenstein, l'inventeur du bouton like sur Facebook, et Tristan Harris, ancienne éthicienne de design chez Google, des gens qui ont construit ces algorithmes et qui tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Attends, l'inventeur du like qui dit que c'est dangereux. Exactement. Il explique qu'au départ, il voulait juste apporter de l'amour. Et aujourd'hui, cette même fonctionnalité est l'une des plus critiquées pour ses conséquences sur la santé mentale des adolescents. Et le message central du film, c'est que ces dysfonctionnements ne sont pas des accidents. Ils proviennent d'une volonté assumée de manipuler des comportements des utilisateurs. Donc c'est exactement ce qu'on a décrit aujourd'hui avec YouTube et TikTok. Le film parle de captologie, rendre la technologie plus persuasive en poussant le design à l'extrême pour modifier le comportement des individus. Le scroll infini, la lecture automatique, les notifications, c'est ça la captologie en action. Ce que le documentaire est sorti en 2020, les recommandations européennes de 2026 n'est finalement que la réponse institutionnelle. Est-ce que le dénoncé 6 ans plus tard? Donc je mets The Social Dilemma sur ma liste ce soir. Alors, oui. Alors, on fait quoi avec ça? On désinstalle tout? Euh,
exercer votre droit d'accès à données sur le RGPD, vous pouvez demander à YouTube via Google et à TikTok exactement quelles données ils détiennent sur vous. C'est un droit légal et la quantité des données qui vous donnera une mesure très concrète de ce que vous connaître signifie pour ces plateformes. Si la technologie est la plus puissante des distributions de contenu jamais créée, elle peut vous connecter à des idées, des personnes, des histoires qui vous n'auriez jamais trouvées seul. Mais elle peut aussi vous enfermer, vous manipuler, vous vendre. La différence que le contrôle est dans quel intérêt elle conquit. Et c'est exactement pour ça que les réglementations européennes est si important en ce moment. Et vous pouvez aussi supprimer votre historique sur YouTube pour avoir des contrôles sur vous. Merci infiniment, Lydia, pour toutes ces explications. Et honnêtement, je vais plus jamais regarder mon feed sur YouTube de la même façon. C'est exactement l'effet recherché. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le et oui, vous alimentez l'algorithme en le faisant. À très bientôt.